Aujourd'hui, finalement, la société est prête à accepter les robots, et du coup, on a la possibilité de le faire. On va voir pourquoi. Et comment mettre à disposition des gens des objets physiques, donc typiquement le robot, des objets un peu plus virtuels, donc ce qui va être tout le code, ce qui va être numérique. Donc ça, pareil, là, on met ça à disposition. Et l'idée aussi, c'est vraiment d'échanger avec les utilisateurs, comme on va faire ici et comme on fait avec les seigneuriales, pour échanger autour du robot, pourquoi et comment. Les origines, à la base, on vient d'un centre de robotique, donc on a déjà une certaine expérience. On a eu l'occasion de voir des robots depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a des besoins. Les gens ont envie d'avoir à la maison quelque chose qui passe l'aspirateur tout seul, que la maison finalement se débrouille un peu plus toute seule et qu'on ait plus de temps pour nous. Donc aujourd'hui déjà, au niveau des robots, on est prêt à accepter ça et en avoir le besoin. Deuxièmement, la technologie. Aujourd'hui, la technologie est au point pour qu'on puisse vraiment commencer à bricoler, commencer à avoir des robots qui soient accessibles et qui puissent faire des choses à la maison. Il y a 10 ans, un robot aspirateur qui se balade tout seul à la maison, c'était pas envisageable forcément. Aujourd'hui, oui. Et du coup, on a pu le voir hier dans le film. Au niveau acceptation, ça commence, enfin, c'est petit à petit, c'est progressif. Au début, on n'en veut pas, et finalement, c'est pratique quand ça va faire la nourriture tout seul, nous débarrasser de nos tâches. Les deux robots sur lesquels on travaille, donc à gauche, le petit robot Buddy que vous avez aperçu, et de l'autre côté, on voit qu'il y en a un autre qui est un peu plus gros. On en reparlera tout à l'heure. C'est un autre robot qu'on a eu l'occasion de développer. Avec les seigneuriales, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a commencé à discuter un petit peu autour des robots, savoir comment on les accepte, de quoi on a besoin finalement. Est-ce que aujourd'hui vous seriez prêt à avoir un tel robot à la maison? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des besoins spécifiques d'un point de vue loisirs, sécurité ou autre? Est-ce que la taille d'un robot vous convient? C'est une discussion qui est assez importante, savoir au niveau de la taille. Si on a déjà fait le test, on a mis des gens face à un robot qui fait cette taille-là, celui que vous avez vu. Et du coup, ça, c'est pas forcément accepté. C'est difficile de s'imaginer un robot comme ça à la maison, en tout cas pour le moment. Il est pas beau. Pardon? Il est pas beau. C'est l'esthétique. Alors, il y a aussi l'esthétique, mais le fait qu'il soit impressionnant, c'est quelque chose qui va jouer. Si demain, vous avez un robot qui est plus joli, mais qui fait cette carrure-là, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter dans le logement? Le robot qu'on a vu hier dans le film, c'est quand même quelque chose qui prend la place, qui finalement, ça va devenir un colocataire. Est-ce que, dans quelle mesure, vous êtes prêt à accepter une certaine taille au niveau des robots? Et ça, c'est une grosse problématique. On accepte, je sais pas, un animal de compagnie, mais au bout d'une certaine taille, ça devient trop gros. C'est pareil pour les robots. Il y a des choses, c'est que, est-ce qu'on met un tel robot dans un appartement, ou dans une partie partagée, ou dans la rue, ou il y a du coup, les robots vont quand même arriver partout. On parle des robots à la maison, dans quelle mesure et la place que ça prend. Donc avec les seigneuriales, on a commencé à faire réfléchir autour de ça depuis un certain temps, savoir finalement le robot où est-ce qu'il aurait sa place chez les gens, dans les parties communes, et qu'est-ce qui est attendu par ce robot. C'est-à-dire que vous arrivez dans la résidence, dans le village, dans la ville, il y a le robot qui vous accueille, quels échanges vous voulez avec le robot? C'est justement des problématiques sur lesquelles on échange, et savoir, voilà, vous aimeriez qu'il soit actif, passif, qu'il vienne vous voir, ou seulement qu'il réponde à vos questions. Et du coup, chacun va avoir ses besoins et ses envies vis-à-vis de ça. Et c'est quelque chose d'important à réfléchir. On va parler de robotique un peu plus générale. Et donc la première partie, ça va être sur les robots qu'on va avoir à la maison, qui vont faire pas mal de choses. Donc déjà les tâches ménagères, quelque chose qui est super. Des robots qui vont enfin nous libérer du temps. Alors, il y a plein de vidéos. Il y en a qui sont en anglais, en français. Je vais couper le son et je vais un peu vous raconter ce qu'ils disent. Les robots aspirateurs, vous devez peut-être connaître déjà certains d'entre vous. Il y en a peut-être même qui en ont à la maison. Ah, vous aimez pas impeccable? Bon. Faut pas aller dans les coins. Faut pas de tapis. Eh, regardez ici. Donc petit à petit, en fait, il y a deux choses. Il y a entre le robot qui va s'adapter
et puis dans l'autre sens, le foyer qu'on va adapter pour ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des robots, on va essayer de les faire le plus possible adaptables. On a vu, le robot va être capable de grimper un petit tapis, une petite marche, mais derrière, il va être capable de s'arrêter dans les escaliers. Alors une question qu'on va me dire à chaque fois quand on va parler des robots, oui, mais quand on a un étage, ça ne marche plus. C'est vrai, c'est une des limites. Donc, on en achète plusieurs, on vit que sur un étage. Il y a plein de réponses différentes, mais... Les escaliers sont jamais faits, quoi, c'est ça. Voilà. Donc c'est les limites, et pareil, j'ai entendu quelqu'un qui parlait des coins. Alors il va y avoir différentes technologies. Un robot comme ça, s'il fait ça d'épaisseur, il ne passera pas quand il y a ça sous le canapé. Il y a des limites, mais c'est déjà un début vers des solutions qui sont spécifiques. C'est-à-dire celui-là, il va passer que l'aspirateur. Mais il aspire pas, il brosse. Voilà. Mais c'est des... Ça dépend. Il y en a qui aspirent aussi. Ça va dépendre. On a la même chose pour les carrelages. On va avoir finalement des robots pour les différentes parties de la maison. Alors, il va prendre du temps. Effectivement, là, il va mettre une trace, sauf que le robot va passer toute la journée. C'est-à-dire que quand vous allez sortir, vous allez faire une balade, vous allez dans un Fab Lab pour 2-3 heures. Pendant ce temps-là, le robot, il tourne, et pas besoin de s'occuper de la trace de café du matin. Il va s'en occuper tout seul. Et c'est finalement une des évolutions. Avant, on voulait que l'aspirateur soit passé très vite, parce que c'est nous qui le faisions. Donc l'aspirateur, ok, ça va prendre une demi-heure, je vais le faire, ça m'embête. Aujourd'hui, on a le temps. Le robot, il tourne pendant qu'on n'est pas là, ou pendant qu'on fait autre chose. Pareil pour le gazon. Alors ça fait un peu de bruit. On va peut-être... Alors oui, c'est sur batterie, mais généralement... On l'entend un petit peu, mais... Comme un aspirateur normal. Exactement. Généralement, ça fait un peu moins de bruit qu'un aspirateur normal. Je peux me permettre d'intervenir Oui. pour répondre à la dame. Moi, j'en ai acheté un à ma femme il y a quelques années, il y a 2 ans, c'est pas vieux. Je l'ai déjà revendu. Je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre encore 10 ans pour que ça soit bien. À la tâche de café, ça voulait le dire. Il n'y a pas de problème. Et Excusez-moi, on fera un temps questions-réponses, échange, mais à la fin, on va le laisser dérouler et garder vos questions pour tout à l'heure. D'accord. Donc, on a ça. Pareil, le gazon, même problématique, c'est quelque chose qui nous prend du temps. On n'a pas forcément envie de passer plein de temps avec le gazon. Donc il va être autonome. Donc la différence, c'est qu'il ne va pas avoir de 5. Il va couper très régulièrement le gazon. Donc il va faire des toutes petites coupes. Il va les laisser sur le gazon. C'est un autre mode. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et du coup, pareil, ça permet de libérer du temps et d'avoir un gazon net comme on le veut. Ce type d'appareil, comme les aspirateurs, ils sont un peu intelligents quand même, donc ils vont, selon la gamme autre, ils vont passer de manière très méthodique, de manière un peu aléatoire ou autre. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser et de passer sur tout l'espace. Le gazon, on va installer une limite au moment de l'installation, et le robot ne dépassera pas cette partie-là. Autre tâche un peu sympa à faire, les vitres. Donc il y a pour un public un peu professionnel, parce que généralement ils ont des grandes baies vitrées, mais à la maison, si on a une baie vitrée, c'est assez simple. Vous voyez comment ça fonctionne. Il suffit de le coller, de l'allumer et le laisser faire pendant ce temps-là. C'est très simple d'utilisation, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Et bon, quand on a des petites vitres, forcément, c'est pas très intéressant, on est obligé de le faire tout le temps. Ça va vraiment dépendre, c'est des robots pour chacun des besoins. Donc on le voit un petit peu, donc là c'est en accéléré, mais là, il va faire un peu toute la vitre. On parlait de robots un peu plus spécifiques. Quand on a un animal de compagnie, il y a des tâches un peu pas forcément agréables et qui peuvent se faire automatiquement aussi. Donc ça c'est une litière pour chat qui va finalement se nettoyer 1 à plusieurs fois par jour de manière autonome. Voilà. Et donc ça se fait de manière automatique. Pareil, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait tout seul, donc finalement, ça nous libère de nos tâches. On est d'accord, mais du coup, ça se fait de manière beaucoup plus simple qu'avant. On va sortir du domicile. Il y a aussi d'autres tâches qui peuvent être à rajouter. C'est se trimballer à l'extérieur.
par exemple faire ses courses, il y a des robots qui existent pour ça. Et du coup, ça peut être les aéroports, ça peut être, comme je vous disais, aller faire les courses ou autre. En fonction de nos besoins, on peut avoir des robots qui vont faire ça. Donc celui-là, c'est un petit robot qui va nous suivre avec juste finalement un panier qui répond à quelque chose de simple. Et donc là, ça va plus être du confort pour nous accompagner, plutôt qu'un gain de temps comme les autres robots qu'on a pu voir ici. On peut aussi les piloter à distance. C'est-à-dire que finalement, vous voulez faire quelque chose de simple, l'amener à la voiture et revenir sans... Enfin, je sais pas, quelqu'un est à la voiture, vous êtes à l'entrée, vous pouvez lui envoyer quelque chose. Ça, c'était les robots qu'on voit de manière un peu générale, qu'on peut voir à la maison, qu'on peut déjà avoir spécifiquement. Ensuite, on va voir un peu ce qui se fait de manière un peu plus spécifique. Ça, c'est un déambulateur robotisé. C'était dans un laboratoire. Ils sont en train de voir justement pour finalement en faire un vrai produit aujourd'hui. C'est vraiment travailler, c'est pas juste les laboratoires, c'est vraiment travailler avec des personnes, savoir finalement d'où viennent les efforts, comment simplifier les choses. Et aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être utiles et qu'on va pouvoir voir arriver assez rapidement. Donc, une grande service, mais d'un point de vue un peu plus spécifique, qui est la mobilité. Toujours dans la mobilité, quelque chose qui finalement peut paraître nouveau. Quand mon père a vu ça, il était vraiment surpris, il s'est dit « Waouh, c'est quand même une grosse limite, parce que un fauteuil roulant, pour toutes les personnes qui y sont passées, c'est vraiment, le moindre escalier, ça va être un problème. » Et aujourd'hui, c'est finalement une contrainte qui commence à disparaître. Alors, d'un côté, les municipalités ou autres vont faire en sorte qu'il y ait des ascenseurs, des rampes, mais ça, c'est adapter l'environnement pour un besoin. Quand finalement on a le robot qui lui est capable de s'adapter, c'est encore mieux. Ça permet de ne pas avoir à modifier l'environnement. Comme ça, on n'a pas besoin d'enlever le tapis pour que l'aspirateur passe. On laisse tout, et derrière, c'est le robot qui s'adapte. Celui qu'on a vu, c'était pour les escaliers. Celui-là, un peu plus bizarre, il va permettre de faire un peu de 4x4, et qui va du coup faire pareil. Il va pouvoir faire des escaliers, mais finalement une estrade ou autre. Et on voit là le fauteuil qui ne bouge pas beaucoup. C'est vraiment la partie mobile en bas, mais la personne est peu secouée. C'est des choses qu'on a vues pour la mobilité. On va dire quelque chose d'un point de vue médical. Celui-là, c'est la société Honda qui fait ça, qui fait un appareil finalement ça c'est pour ses ouvriers, pour finalement soulager ce travail qui est parfois de rester toute la journée debout ou juste se pencher un petit peu. Le robot est là vraiment pour assister ce mouvement, et c'est un robot qu'on voit déjà dans l'industrie qu'ils utilisent. Et alors on va y venir. Celui-là, c'en est pas encore un. Celui-là, ça va être vraiment l'assistance juste au niveau de la flexion, puisque du coup, c'est un mouvement qu'ils vont faire souvent. Juste après, on va parler des exosquelettes. D'où ça vient? Les exosquelettes, on en a parlé beaucoup pour le militaire, ça vient de là. D'un autre côté, on a Honda qui fait ça, on va dire en interne. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des technologies militaires qu'on va avoir, c'est parfois le cas. Ça c'est, alors je me souviens plus qui s'occupe de ça, mais c'est pas forcément militaire, cette version-là. C'est vraiment l'aide à la personne en exosquelette, et du coup assister à la marche, aider à la rééducation, donc que ce soit vraiment dans le pratique ou toujours dans le médical. Grâce aux nouvelles technologies, on a des possibilités comme ça, où finalement les batteries, les moteurs sont adaptés vers ces nouveaux systèmes. C'est ce que je vous disais au début, c'est qu'il y a 10 ans, une batterie qui faisait ça, c'était pas possible. Un moteur qui avait cette possibilité, c'était pas possible. Aujourd'hui, on arrive à avoir des technologies qui permettent finalement d'avoir la robotique au quotidien et d'avoir des choses vraiment utilisables. Les exosquelettes, ça, c'est une version militaire. C'est Eurosatori, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment le show pour tout ce qui va être militaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est autonome, qui peut tenir toute la journée, qui permet de soulager. Donc c'est-à-dire que là, je crois que l'idée, c'est de porter quasiment 40 kg à bout de bras. Finalement, l'utilisateur va ressentir ça comme 1 kg. Et ça permet finalement d'aider, que ce soit les combattants ou autres. C'est quelque chose de militaire, mais qui finalement va venir dans ce qu'on a aujourd'hui, les entreprises ou même les particuliers quand il y en a besoin. On trouve déjà ce genre de système, vraiment dans les hôpitaux pour la rééducation, où finalement ça va être une résistance, plutôt que d'aider le mouvement, il va résister un petit peu, du coup on va devoir forcer.
Et c'est comme ça que ça permet d'aider. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est entre l'exosquelette et ce qu'on parlait tout à l'heure sur les Fab Labs, où c'est une petite fille qui avait un souci, alors je me souviens plus de ce que c'est comme maladie, et elle ne pouvait pas soutenir ses propres bras. Donc en fait, ses bras étaient inutilisables. Son père a imprimé en 3D des éléments au niveau de ses bras, il a mis des élastiques, et aujourd'hui cette petite fille est capable, je ne sais pas si on peut revoir encore, elle est capable finalement de faire des mouvements. Alors c'est contraignant, mais c'est possible. Et ça c'est quelque chose qui est à la portée aujourd'hui, grâce aux impressions 3D, et comme je le disais aussi, aux nouvelles technologies. Et donc vous voyez, c'est vraiment de fait artisanal. On va continuer sur l'impression 3D. C'est une technologie qui finalement aujourd'hui a permis plein de choses. Alors, il y a des limites, il y a du positif, du négatif, mais au niveau du bricolage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si demain vous avez besoin de, je sais pas, quelqu'un qui a besoin d'une prothèse, d'une aide comme ça, c'est possible de le faire. Les plans sont sur internet, on peut le partager, il y a des gens qui travaillent en communauté, ça permet au père de trouver sur internet des choses pour sa fille. Et là pareil, au niveau des bras, des aides, il y a vraiment plein de choses. Le low cost, ça a aussi une importance, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Tout à l'heure on en parlait en Afrique, c'est une des choses qui permet aujourd'hui finalement d'aller là-bas et de pouvoir ramener des choses qui ne valent pas 100 000 € la prothèse ou des exosquelettes, ou des prothèses robotisées. Il y a des choses très belles qui se font. Il y a des personnes qui ont les 2 jambes amputées qui peuvent encore marcher aujourd'hui grâce à des prothèses robotisées. Équilibre nickel, sauf que ça coûte excessivement cher. L'autre côté, on a des technologies qui coûtent très peu cher et qui permettent aujourd'hui d'utiliser au mieux tout ce qu'on a. Donc ça, c'était la partie mobilité, ce qu'on voit déjà, ce qui se fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir certains de ces produits ou certains de ces éléments en vrai. On va passer donc les robots compagnons, qui sont quelque chose qui arrive. Donc, on parlera encore de Veli, mais il y a différentes choses. Donc ça, c'est une petite boîte française qui s'est fait racheter par une grosse boîte française, Aldébaran, je ne sais pas si ça vous parle, qui font des robots. C'est un petit robot pour la téléprésence. Donc l'idée, c'est qu'il ne soit pas forcément très cher, mais qui permette d'aller quelque part en restant chez soi. On veut aller visiter un musée à l'autre bout du monde, le robot est là-bas, sur son PC, on peut aller visiter là-bas. On peut aller visiter une exposition ou autre. Pardon ? Non, c'est jazz. Donc ça permet plein de choses. Surveiller son domicile aussi. On n'est pas là, on a envie de voir un peu ce qui se passe, si tout va bien. On a un robot qui permet ce type de choses. Dans le genre un peu plus utile, ça c'est un robot qui peut être à la maison et qui avait pour but d'aider les personnes en fauteuil à ouvrir les portes. C'est une grosse problématique parce que, une fois de plus, il y a adapter son environnement et les robots pour s'adapter. Ici, c'est un robot qui va faire ce qu'on va avoir besoin et qui va permettre d'ouvrir les portes. Donc, dans un environnement, une personne qui vit constamment en fauteuil, forcément elles sont peut-être toujours ouvertes, mais elle n'est pas toujours dans cet environnement hyper adapté. Et du coup, on va rajouter de nouvelles technologies qui vont permettre de s'adapter. Et finalement, grâce à la robotique, aujourd'hui, on va pouvoir faire de nombreuses choses. Donc la première version était pilotée à distance, et ensuite ce robot-là devient autonome. C'est-à-dire qu'on va lui faire comprendre que j'ai besoin d'ouvrir cette porte, on va lui dire, et puis du coup, il va s'en occuper. Donc il peut ouvrir les portes, la clenche à gauche ou à droite. Alors il ne la déverrouille pas pour le moment, mais ça viendra. Le robot qui fait peur, celui dont on parlait tout à l'heure, il y a différentes possibilités. Celui-là, quand on l'a développé, il y avait une des choses, c'était de s'en servir en avatar. C'est-à-dire que le robot va être ailleurs, par exemple chez ma grand-mère, et je vais avoir une information comme quoi ma grand-mère est tombée. Du coup, moi je vais aller chez moi, je vais me mettre devant le Kinect, une caméra 3D. Alors c'est quelque chose qui commence à se démocratiser aujourd'hui, ça. Il va y en avoir sur le téléphone, sur les PC. Ça devient assez simple. On se met devant, on fait les mouvements, le robot va faire exactement les mêmes choses. Ce qui fait que ma grand-mère, moi je me mets juste devant mon PC, je prends le contrôle, je mets les lunettes qu'il a, du coup je vois ce qui se passe, et je peux contrôler le robot à distance, je peux me déplacer,
je peux l'aider à se relever, je peux l'aider à cuisiner. Il est sur des roues, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des robots humanoïdes, c'est bien, on va en voir, sauf que ça coûte beaucoup plus cher. L'idée de celui-là, c'est aussi finalement de faire quelque chose qui n'est pas excessif, et finalement de rendre quelque chose d'abordable. Le robot Buddy, alors c'est une vieille version, il n'est pas si beau que celui qu'on va voir tout à l'heure, mais on fait plein de choses avec le robot. Là, c'était dans une classe. Le robot, il donne des cours, donc il y a une professeure qui s'en sert comme support pour les cours, et du coup, le robot est là du coup, pour faire découvrir aux enfants des nouvelles choses. C'est le même robot qu'on va avoir à la maison, qui va surveiller le domicile, on peut prendre le contrôle à distance. L'idée, c'est vraiment de regrouper plein de choses qu'on a vues dans un seul robot, et finalement de le rendre abordable, acceptable à la maison. On en parlera plus cet après-midi de Buddy dans les ateliers, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toujours dans les compagnons, alors il y a quelque chose qui est difficile, c'est de les faire beaux ou pas. Moi, celui-là, je suis un peu sceptique, je ne sais pas si vous le trouverez joli à la maison. Pas le monsieur, le robot. Ah, c'était pas un robot, lui? Donc ça va être, voilà, aussi au niveau encombrement. Le robot est un peu plus grand. Est-ce que ça, on est prêt à l'avoir à la maison? Est-ce qu'on est prêt à l'avoir autonome? Ce qui se passe dans la vidéo, le monsieur dit au robot, ben, rejoins-moi dans la cuisine. Et le robot, il demande de confirmer, puis il dit d'accord. Et puis il va aller dans la cuisine, et puis il va aller faire ce qu'il y a à faire là-bas. Il va lui dire, suis-moi. Le robot va lui dire, ok, je vous suis. Donc là, il va le confirmer. Et le robot, bah, finalement, va le suivre à la maison pour les tâches qu'il a besoin. Quelque chose qui peut plaire aussi, toujours dans les tâches un peu à la maison, c'est quelque chose qui peut paraître finalement infaisable. Quand les gens disent est-ce que le robot il va plier mon linge, ben, en fait c'est possible. Donc il y a des choses issues de laboratoire, ça c'est plus en laboratoire, mais le robot ben, va être capable de faire tout seul le linge. Exactement. Leur passage, il peut aussi. En fait, voilà, ça c'est encore des choses qui sont dans les laboratoires parce que ce robot-là, il vaut excessivement cher. On a un robot qui est très complexe, qui a des bras, des mouvements dans tous les sens, beaucoup de capteurs. Mais ça vient. C'est des choses qui arrivent et finalement qui seront là, proches, pour dire, bah voilà, on a des robots qui sont capables de nettoyer le sol, nettoyer tout. On ne va plus avoir ces tâches ingrates à la maison qui prennent du temps et qui ne sont pas forcément super fun. Alors pour ceux qui ont regardé le générique hier, on a vu ce robot-là. Il y avait plein d'exemples de robots dans le générique qui sont des robots réels, et comme celui-là. Donc la vidéo est un peu longue, mais on peut en parler. Le robot va être capable de récupérer du linge par terre, il va être capable de le mettre dans la machine à laver, ouvrir la machine à laver, la lancer tout seul. Et, alors ça, il n'y a aucun souci avec ça non plus. Vraiment, le robot est capable de faire plein de choses au domicile. Après, voilà, c'est est-ce qu'on adapte le domicile? Est-ce qu'on va prendre une machine à laver qui se déplace, qui va récupérer le linge? Ou alors est-ce qu'on va avoir un robot qui va répondre à ce besoin et qui va, du coup, faire les tâches qu'on faisait? Il y a vraiment, en fait, un parallèle entre les deux. Typiquement, pour la voiture automatisée, soit on va faire un robot qui a la forme d'un humain et qui va prendre le contrôle de la voiture en se mettant à sa place, soit, de l'autre côté, on va faire une voiture qui est automatisée. C'est deux choses qui sont différentes, c'est toujours la même, un peu la même problématique. C'est est-ce qu'on adapte son environnement ou est-ce qu'on fait un robot qui s'adapte? C'est quelque chose d'assez complexe comme réflexion, et derrière c'est difficile de faire finalement un seul robot qui va faire plein de choses. Aujourd'hui on a des petits robots qui vont faire chacune des tâches. L'idée de ces robots un peu plus complexes, qui sont plus, comme je vous disais, en laboratoire ou en entreprise et bientôt prêts, c'est faire des choses un peu plus larges et du coup de pouvoir répondre à pas mal de questions. On a parlé de robots humanoïdes, ça c'est français. Il y en a quelques-uns qui ont émergé depuis quelques temps, qui finalement, ça c'est les robots qui sont là pour s'adapter plus à notre environnement et dire voilà, c'est un robot humanoïde. Je vois que tout le monde n'est pas enthousiaste à cette idée, parce que ça peut faire peur. Bon, il est mignon celui-là. Non, pas les yeux. Bon, on lui enlève les yeux alors. Exactement. Il y a quelque chose justement de très intéressant vis-à-vis de ça, qui va être au niveau de la ressemblance. Aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que les robots
ressemble le plus aux humains, il y a une raison pour ça, c'est qu'ils s'intègrent le plus possible dans notre environnement. Si on fait un robot avec 2 pieds et 2 bras, ben, c'est facile pour conduire la voiture, mais les 2 mains sur le volant, les 2 pieds sur les pédales. Du coup, il peut prendre notre place et finalement nous aider dans les démarches. Dans l'autre sens, c'est pas forcément, ça peut faire peur d'avoir quelque chose comme ça. Il y a vraiment des choses différentes vis-à-vis de ça. Tout à l'heure, on parlait de Honda, qui faisait quelque chose pour ses travailleurs. Honda, c'est une entreprise qui est incroyable d'un point de vue robotique. Je suis passionné de robotique et ça fait depuis que je suis enfant. Pas en vitesse accélérée, ça. Non, c'est pas en vitesse accélérée. Il fait plein de choses, il est mignon. Ça fait 30 ans que Honda travaille en robotique. Sony en a fait aussi. Mais entre faire un chien et faire un humanoïde qui est capable de sauter comme ça, là il y a vraiment techniquement quelque chose d'hyper complexe. Je crois qu'il fait à peu près cette taille-là. On va le voir dans la vidéo à côté d'une personne. Et Honda, c'est pas du militaire. Ils ont fait ça pour eux. À la base, je crois que c'était un défi. Et voilà, ça fait une trentaine d'années. Et ils ont commencé. Et aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, tout ce qu'on a, on est capable d'avoir finalement un robot qui va faire plein de choses. Donc là, c'est intéressant. Effectivement, il ressemble un petit peu à celui d'hier. Alors là, ça va pas être plutôt pour la prison, ça va être l'aide à domicile. Et, joli celui-là, non? Super beau. Il est beau. donc vous seriez prêt à avoir celui-là à la maison? J'ai des bons de commande pour ceux qui veulent. Le casque fait peur. C'est justement toujours une des problématiques, c'est savoir quelle est l'interface vis-à-vis de la personne. Est-ce qu'on met quelque chose de très souriant? Et dans ce cas-là, ça va faire un petit peu jouer. Est-ce que ça va pas faire trop ami, selon les besoins qu'on a? Remplacer le jardinier. Remplacer le jardinier. Le visage de Georges Clooney, on va noter ça. J'attends juste. Donc là, une des applications qu'on voit, le robot est autonome cette fois, et il va être capable de servir un verre tout seul, et aller le donner à quelqu'un. Donc c'est des tâches simples, qui paraissent simples comme ça pour nous, qui sont hyper complexes pour ce type de robot. Et si on regarde un petit peu les articulations, les différents mouvements, c'est quelque chose qui est quand même assez pointu. Ça nous paraît simple pour nous, mais d'un point de vue technique, c'est beaucoup de recherche. Mais aujourd'hui, la techno nous permet de faire ça. Par exemple, dans les doigts sont articulés. Du coup, il nous faut des moteurs, des contrôleurs qui sont tout petits pour pouvoir finalement faire ce type de choses. Et de la même manière, il n'y a pas de fil derrière ce robot, je ne sais pas si vous avez vu, il se balade tout seul. Ce qui fait qu'il nous faut une batterie, il faut une certaine autonomie, et c'est des choses qui aujourd'hui sont possibles. Le robot, celui-là, il est capable de monter des escaliers par exemple. C'est aussi quelque chose qui est assez complexe aujourd'hui, et du coup il est vraiment apte dans l'environnement qu'on a. La durée de vie d'un robot comme ça? La durée de vie en autonomie ou la durée de vie sur, on va dire, le produit? Immortel. Pardon? L'autonomie, ça va vraiment dépendre des robots. Ça peut aller de 30 minutes jusqu'à 6 heures, 8 heures, ça va dépendre. Quand on va avoir des robots humanoïdes, ça va être... Là, vous parlez de la batterie, c'est ça? Oui, de la batterie. Oui, mais la durée de vie, ça va tomber en panne. Ça va dépendre du constructeur, je dirais. Voilà, du constructeur, ça va dépendre du Fab Lab. Et c'est aussi des produits qui sont hyper spécifiques, qui sont aujourd'hui très chers, parce que celui-là n'est pas forcément déjà dans les entreprises. Je ne sais pas combien de temps ça dure, un robot comme ça, mais l'idée c'est que ça dure, je sais pas, une dizaine d'années, que ça puisse vraiment faire quelque chose. Et je pense qu'avec les Fab Labs, avec le fait qu'aujourd'hui on veuille que les choses durent, j'espère en tout cas, que les entreprises vont repenser cette partie-là et essayer de faire des produits qui durent un petit peu plus. On verra, ça ce sera à voir. Sur cette image, il y a un tout petit truc intéressant à voir, c'est qu'il a les 2 pieds décollés du sol. C'est quelque chose qui, finalement, pareil, c'est de la course, c'est vraiment de la course. C'est quelque chose qui, techniquement, est, on va dire, est joli. Dans les hôpitaux, on va avoir aussi, finalement, des aides. Ça va être, par exemple, là, le médecin qui est en ligne. Ce qui fait qu'il va pouvoir, pendant que le robot va se déplacer ou l'infirmière va s'occuper, le médecin, lui, va juste avoir un écran, il va pouvoir relever les signes importants, pouvoir communiquer directement. Ça ne remplacera pas un médecin dans tous les cas. C'est pour ça qu'il y a quand même un médecin de l'autre côté. Mais quand il y a des tâches qui sont répétitives, complexes, c'est là qu'on utilise des robots aujourd'hui. Mais il y a toujours une personne derrière. L'idée, c'est vraiment de rallonger les possibilités de l'homme. Tout à l'heure, le robot que je vous disais, s'il est chez ma grand-mère, je peux l'aider à se relever.
c'est toujours moi qui l'aide à se relever. Sauf que bah, ça m'évite de faire 500 km pour m'en occuper. C'est tout de suite. Mais ça remplacera jamais moi qui vais discuter avec ma grand-mère. Donc voilà, un des exemples qu'on peut avoir de robots qu'on peut avoir dans les hôpitaux. Alors je crois que celui-là, ça va être de l'animation. Je suis désolé, la vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais c'est une des problématiques qui aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'infirmières, on n'a pas beaucoup de gens dans les hôpitaux pour aider, pour s'occuper des patients, et du coup il y a des besoins, notamment transport, je ne sais plus comment on dit, passer d'un lit à l'autre. Du coup, finalement, le robot va être là pour assister l'infirmière et finalement soulager son travail. C'est vraiment des choses complexes. Je connais personnellement des infirmières qui m'ont dit voilà, c'est quelque chose qui est parfois difficile, on est obligé de se mettre à 4 pour transborder un patient. Et du coup, voilà, le robot va être là pour, on va dire, cet aspect force, mais finalement l'infirmière, il faut qu'elle soit là. C'est quelque chose qui est clair finalement dans la conscience. On veut pas, dans la robotique, l'idée c'est pas de virer les humains, c'est justement quelque chose qui fait très peur. L'idée c'est pas ça, c'est vraiment d'aider, c'est ce qu'on voit depuis le début. Ils sont là pour finalement nous débarrasser de nos tâches ménagères désagréables, nous débarrasser des tâches qui sont compliquées. Et porter quelqu'un comme ça, c'est difficile. Du coup le robot va s'en occuper et c'est lui qui va pousser transporter la personne et puis derrière la pousser. Le résultat que ça fait, c'est que l'infirmière derrière elle a plus de temps pour s'occuper du malade, pour discuter avec lui, pour s'occuper des soins. Et... alors ça en plus, c'est sans aucun doute. Mais du coup voilà, vraiment des choses vraiment intéressantes. On va passer sur un aspect un peu plus technique, c'est simple quand même, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les robots, et finalement la partie un peu plus soft. Tout à l'heure je vous parlais d'une caméra 3D pour contrôler le robot. La caméra récupère une image comme ça. Donc on va détecter dans l'environnement une personne, ses différents mouvements, et c'est des choses qui aujourd'hui valent presque rien. Pour quelques dizaines d'euros, on a des capteurs qui sont capables de renvoyer ça comme information, capables de savoir, on appelle ça le squelette, c'est finalement la forme globale de la personne. Ça a des intérêts, comme je vous disais tout à l'heure, contrôler un robot à distance. Ça va être pour le visage. On va avoir un robot à la maison, on n'a pas forcément, on a envie que finalement, plein de choses, que le robot nous comprenne, qu'on a des attentes qui viennent vite vis-à-vis du robot. Toujours comme dans le film d'hier, c'est vraiment, au bout d'un moment, finalement, la personne attend des choses du robot, et on attend par exemple qu'il comprenne nos émotions. Si on est énervé, on n'a pas envie que le robot vienne nous embêter à ce moment-là. C'est des choses qui finalement ont des applications grâce à ça, c'est-à-dire reconnaître les sourcils, la surprise, si la personne est énervée ou pas. C'est des technologies qui existent, et ça avec une simple caméra. L'utilisation des ondes cérébrales, c'est quelque chose pareil qui est encore assez jeune, mais qui fait des choses qui sont vraiment incroyables. Donc là, il y a une personne que vous voyez derrière, il a un casque qui est en fait plein de petits capteurs, et qui permet de savoir qu'est-ce que son cerveau pense. Alors c'est encore assez complexe comme technologie, mais ça renvoie des informations simples. Et ça permet de dire, voilà, je veux aller en avant, en arrière. Là, c'est la personne qui est avec le casque, en fait, qui contrôle le robot. On a vu prendre le verre. Et du coup, voilà, on utilise cette techno pour finalement avoir d'autres manières de contrôler les robots. Dans les applications concrètes, j'ai vu ça, c'était une personne qui était tétraplégique ou paraplégique, qui ne pouvait plus ni se servir de ses bras, ni se servir de ses jambes. À l'aide juste d'un casque comme ça, la personne a pu se servir un verre d'eau, et du coup, finalement, ça permet vraiment des choses d'un point de vue médical notamment. Et donc, c'est une des technos qui arrive et qui est assez intéressante. Il y en a plein, je fais un tour très rapide de ce qu'il y a, mais du coup, on va en avoir beaucoup. Alors, la vidéo, je sais pas si c'est ça. Un fauteuil roulant, on peut contrôler de 3 manières différentes. Avec son téléphone, avec une caméra qui est placée sur le casque. Là, c'est la personne qui le dirige de manière toute seule, elle ne bouge pas, mais la personne, elle ne bouge pas, mais dans son fauteuil, tout va bien. Et commande intuitive, donc là, finalement, le fauteuil va se débrouiller tout seul en fonction des ondes cérébrales, comme on a vu juste avant. Donc ça permet finalement d'augmenter
les possibilités de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de faire tout ce qu'ils voudraient faire. Donc là, on a vu des informations sur les capteurs, savoir comment contrôler le robot. Donc on a vu les différents capteurs. Maintenant, il y a une autre partie qui va être l'autonomie du robot. Parce que quand on parle de robot, la définition est assez complexe, ça va savoir qu'est-ce qu'un robot. Est-ce que finalement un robot à la maison qui sert à faire la cuisine, est-ce qu'on peut considérer ça vraiment comme un robot? Est-ce qu'un robot aspirateur qui va faire une tâche qui est répétitive, est-ce qu'on va considérer ça comme un robot? Aujourd'hui, la définition est assez complexe. On a du mal à savoir exactement ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais du coup, il y a une partie qui revient quand même, c'est l'autonomie. Quand on a un objet statique à la maison qui ne bouge pas, qui ne prend pas de décision, on ne va pas le considérer pareil qu'un robot qui va être capable de prendre une décision tout seul. L'autonomie du robot, ça va être par exemple que dans un environnement qu'il ne connaît pas, le robot va être capable de se déplacer. On va lui dire juste « avance » et ça va suffire. Donc là, sur la partie droite, on voit les informations du fauteuil. Donc c'est le capteur et c'est comment lui va interpréter tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, le poteau rouge, il le voit, il fait attention, c'est dans sa zone. Il l'a passé, tout va bien. Le petit chemin qu'on voit, je ne sais pas si on le voit très bien, il y a un petit chemin vert qui finalement et le chemin va suivre le robot. Donc ça, il le fait de manière autonome. La personne a dit bah, je veux aller à cet endroit-là, il y va tout seul. On parle de voiture automatisée, c'est le même principe. On dit au GPS je veux aller à cet endroit-là, et du coup le robot va le faire tout seul. Donc c'est une des parties où finalement il y a un cerveau sur le robot, et il va être capable de se débrouiller tout seul. Tout à l'heure on a vu ce robot-là qui était contrôlé par quelqu'un. Là, il est contrôlé tout seul. Donc, on a en haut la caméra qui filme le robot, qui va montrer ce qui se passe en vrai. En bas à gauche, c'est finalement ce que le robot pense dans sa tête. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux et vous essayez d'imaginer votre environnement, finalement c'est un peu ça. Vous allez vous imaginer, vous modélisez et essayer d'imaginer où sont vos bras. Le robot va essayer de faire pareil. Et à droite, c'est en bas à droite. La caméra d'en haut, c'est ce que le robot voit. La caméra d'en bas, c'est comment lui il va le traiter. Et donc, il voit un verre, donc il modélise le verre dans sa tête, il sait où est le verre, donc lui il le met sur la vidéo, il va rapprocher ses deux mains et il va se servir un verre d'eau. Donc on essaie finalement en robotique d'essayer de... C'est complexe de dire à une machine comment un humain fonctionne. Alors on essaie de trouver comment nous on fonctionne déjà, pour savoir comment faire en sorte que le robot soit capable de répondre à nos besoins. Donc savoir comment on sert un verre d'eau, pareil, ça nous paraît très simple. Mais si on doit écrire qu'est-ce qu'on fait concrètement, dire chacun ce que va faire chacun de nos doigts ou les différents mouvements, même déjà quels sont les mouvements de nos bras, c'est déjà des choses qui sont complexes à mettre en place. Les robots sont de plus en plus intelligents et à partir du moment où on leur explique la modélisation, l'idée c'est de le rendre autonome et de pouvoir réaliser certaines tâches. Toujours dans les robots, celui-là ça va être pour l'assistance, on va dire, en entreprise ou autre. C'est tout ce qui va être collaboratif. C'est-à-dire qu'on va faire une tâche, par exemple j'avais rencontré un industriel qui voulait un système de ponçage sur du métal. Et le problème c'est qu'une machine comme ça pèse une quinzaine de kilos, et puis derrière il faut plaquer au mur et en plus appliquer une certaine force. Donc la personne va avoir 30 kilos de force à appliquer sur ça, c'est compliqué. Avec un robot comme ça, finalement, c'est le robot qui va juste appliquer la force et nous on va le diriger. Et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de travail, beaucoup de gens travaillent dessus, c'est la collaboration entre les humains et les robots. Et du coup pouvoir se retrouver dans un environnement le même que les robots. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu des usines où il y a les robots. Actuellement ils sont derrière un grillage, on n'approche pas, on passe une barrière, tout s'arrête. C'est des sécurités. Aujourd'hui justement on essaie d'aller plus loin et de dire ben voilà, on a des humains qui ont besoin d'humains, c'est clair. Comment on peut soulager leurs besoins et du coup il y a plein d'aspects différents. Donc là sur un robot collaboratif. Donc la personne, d'habitude c'est un robot en cage, celui-là la personne est en train de le manipuler et s'il y a un retour d'effort qui dit bah voilà il y a une personne, il y a une main, ok, il sait faire la différence et il dit là je suis pas en train de porter quelque chose, je suis en train de communiquer avec quelqu'un, j'arrête tout de suite. Et du coup, on peut mettre la main, le robot s'arrête tout de suite, il n'y a aucun souci. Qui forcément, on se pose la question à un moment donné, parce que ces robots-là ça coûte très cher, c'est sûr.
Sauf que finalement, avec les nouvelles technologies, on arrive à réduire ces coûts. Aujourd'hui, on peut avoir un robot qui passe l'aspirateur à la maison. On peut avoir un robot compagnon à la maison. Ça vient. Il y a finalement des choses qui... On a de plus en plus de possibilités de services par rapport à notre coût. Et du coup, les robots du coup, viendront assez vite. Voilà, du coup, si vous avez quelques questions. Voilà. Alors, pour quel robot? Compagnon, l'aspirateur ou compagnon. Alors, pour les robots aspirateurs, je dirais que ça va entre 200 et 2000 euros. Ça va dépendre vraiment ce que va faire. C'est une grande fourchette, je vous l'accorde. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on va avoir besoin. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Alors, du coup, je vais vous parler l'exemple de Buddy. Ça va être un robot compagnon, qui sort à la fin de l'année, et l'idée c'est qu'il fasse plein de choses, qu'il soit... Aujourd'hui, on utilise tous des tablettes. La tablette, on peut rajouter des applications. Donc déjà, c'est une des possibilités du robot, c'est qu'on lui rajoute des applications. Nous, on va le donner avec des applications déjà de base, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des jeux, tout à l'heure je vous montrais qu'il était dans une classe, on a des jeux qui sont ludo-éducatifs, des jeux ludiques uniquement, c'est dans le robot. On va avoir des applications un peu plus orientées seniors, qui vont être détection de chute, par exemple, le robot, enfin d'activité et de chute. Je vais vous donner un exemple. Le robot chez ma grand-mère, et il surveille un petit peu s'il y a de l'activité ou pas. Il regarde, est-ce que tout va bien. Quand il n'y a plus d'activité, le robot, lui, il va passer dans un autre mode et il va chercher comment ça se fait qu'il n'y a pas d'activité. Donc il va parcourir la maison et il va chercher où est la personne. S'il trouve la personne, il n'y a pas de souci, il la laisse tranquille ou il pose est-ce que ça va, il continue comme ça. S'il détecte que la personne est au sol, on a des algorithmes qui permettent de détecter si la personne est au sol. Dans ce cas-là, le robot va lui poser la question est-ce que ça va? S'il n'y a pas de réponse ou si la personne dit non, ça va pas ou autre, le robot il m'envoie un message avec une photo, il dit ok, je vois que ma grand-mère est au sol, je prends mon téléphone, je prends le contrôle du robot et je peux parler à ma grand-mère, elle peut me voir, parce qu'il y a une caméra sur mon téléphone, il y a une caméra sur le robot et il y a un écran, ce qui fait que tout de suite je peux échanger avec elle et savoir est-ce que tout va bien. Alors le petit robot qu'on a vu, c'est pas lui qui va soulever la personne, mais par contre ça permet de savoir est-ce que tout va bien et tout de suite d'appeler les secours, d'appeler les voisins et de se déplacer. Exactement. Donc, et puis ça permet aussi de lever le doute si par exemple ma grand-mère elle est baissée, elle veut rattraper quelque chose qu'il y a sous son lit, le robot va passer, lui demande si tout va bien, elle l'a pas entendu. Moi je prends le contrôle du robot, je vais voir est-ce que tout va bien, je peux lui parler, ok, je vois qu'il n'y a pas de souci, oui il y a un souci, j'agis. C'est une des applications qu'on a sur le robot. Alors, au-delà de ça, avec des options de base, combien ça coûte? Et vous avez dit sortez à la fin de l'année, mais où? Dans n'importe quel magasin? l'idée c'est ça, c'est qu'on... Darty, Fnac, c'est la... Alors, je peux pas vous promettre Darty à la fin de l'année, mais l'idée c'est quand même que rapidement, il soit disponible dans tous ces emplacements et que dès la fin de l'année ou l'an prochain, on le trouve assez facilement. Alors voilà, du coup, combien vous imagineriez le prix de ce robot? J'ai 3 000 euros. Alors 3 000 euros devant. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Combien? 10 000 là-bas. 10 000 euros. Allez, pour 10 000, vous l'avez, voilà. Non mais les options de base. Les options de base. Non mais options de base. Combien vous imaginez en prix? Options de base. C'est une tablette roulante dont vous parlez là. Voilà. Donc si c'est une tablette roulante, voilà, 1500 euros devant, 10 000 derrière, 7 000. Un plus gros. Un prix gros, ça on verra après, on laisse dire son prix, après on ira le voir. Voilà, donc il y aura des modules aussi physiques. Au début, je vous ai parlé de la boîte dans laquelle je suis. L'idée, c'est de faire des robots qui sont abordables et réalistes. Le prix de ce robot à la fin de l'année, c'est 500 euros. Vous avez vos chéquiers? Alors j'ai des bons de commande. c'est le prix d'une tablette. Pardon? Alors ça a été négocié par les seigneuriales, hein. Ils en étaient à 10 000, on a réussi à sortir à 500. On s'est arrangé. Non, alors, en fait, il y a vraiment quelque chose. J'ai commencé la présentation pour vous dire on a des besoins. Aujourd'hui, c'est cool un robot comme ça, ce serait bien d'avoir ça à la maison. Mais d'un autre côté, on a aussi la technologie qui permet aujourd'hui ce genre de choses, et qui nous permet d'avoir finalement des réductions de coûts, à la base des éléments de bricolage, mais qui permet finalement de faire qu'un GPS aujourd'hui ça vaut plus rien, de faire... vraiment, on a des technos qui sont
On n'est pas obligé d'avoir des robots. On n'est pas obligé d'avoir des Parce robots. que tous les systèmes de vidéosurveillance domestique, ils fonctionnent comme ça. Ils vous surveillent vos pièces, il y a un partenaire, ils vous appellent un service de sécurité. D'accord, mais est-ce que votre système de surveillance, il va jouer avec vos enfants? Pas forcément. Vos petits-enfants, On n'est pas des problèmes. Alors en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir un objet unique qui va faire plein de choses. Et il est fabriqué en France? Pour l'instant, ouais. Alors, est-il fabriqué en France? Question. Donc est-ce qu'il est fabriqué en France? Pour l'instant, oui. Alors, il y a quelque chose qui est clair. Les composants, Alors les composants, c'est simple. Aujourd'hui, en France, il n'y a personne qui fabrique une tablette. Il y a plein de choses qui vont être spécifiques et qu'on ne peut pas dire. On fabrique tout en France. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Il n'y a aucune entreprise en France qui va le faire. Mais du coup, l'idée, c'est ça, c'est de se rapprocher et de faire un maximum de choses en France. On a beaucoup de partenaires qui sont en France. Et l'idée, c'est vraiment de garder cet objectif-là. Blue Frog, à la base, Frog, c'est pour faire comprendre au monde entier qu'on est français. Bien compris. Pas tous en même temps. On en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de brevet important à déposer. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on met à disposition justement le soft. C'est-à-dire que plutôt que de déposer un brevet, on va partager cette partie-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont pouvoir rajouter des fonctionnalités. L'idée, c'est pas de fermer et d'avoir la prétention de faire toutes les applications. On sait très bien qu'on est une petite entreprise, c'est pas nous qui allons faire toutes les applications. Nous, on met à disposition certaines applications et ce qui est nécessaire à d'autres personnes pour rajouter des fonctionnalités. Ce qui fait que demain, il y a des personnes qui vont être capables chez eux de dire « Ah, moi j'ai ce besoin-là spécifique pour ce robot-là, je peux le faire moi-même. » Alors, moi j'aurais juste une petite question. Il y a des robots, français comme Buddy, il y a Nao. Par rapport à l'international, on a vu Honda. On vaut quoi à l'international? Je dirais que dans le monde, il y a 4 grands pays les 4 numéros 1 en robotique. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Il y a les Japonais, les Coréens, les Américains et les Français. On fait partie des meilleurs au monde en robotique. On est très fort dans les labos. C'est quelque chose qui est un peu dommage, c'est que ça sort pas beaucoup des labos. Sauf qu'aujourd'hui, on voit quand même l'émergence de certaines boîtes de robotique, notamment Leban, qui a fait celui que vous avez vu tout à l'heure, l'humanoïde, qui fait cette taille-là, avec les yeux qui font peur. C'est une boîte française et qui est connue dans le monde entier pour certains de leurs robots. En France, on est quand même bien placé de cet aspect-là. Et les 4 pays que je vous ai cités ont chacun leur approche. Les Japonais ont historiquement un lien avec les objets qui va être différent. Les Coréens, c'est pareil. Les Américains, ils ont beaucoup d'argent et ça aide beaucoup. Donc ils investissent énormément et ça leur permet de sortir des choses. Il y a des boîtes, les robots aspirateurs. Il y a une boîte américaine qui a plus de 70% du marché. Et les Français, par contre, au niveau techno, on est plutôt bon et on vient nous chercher pour ça. Et aujourd'hui, on voit des gens qui utilisent cette techno. Est-ce que Buddy peut être, pardon, je vous fais un excellent gardien, jardinier, pisciniste, c'est du réel. Sans problème, on va faire ça. Dans le Buddy, il faut être réaliste par rapport à ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un robot qui fait cette taille-là. Du coup, effectivement, il n'est pas fait pour aller à l'extérieur, il n'est pas fait pour jardiner. Mais tout ce qu'on peut faire à la maison, on va essayer de faire en sorte que le robot puisse le faire et ajouter des fonctions. Et dans cet esprit, on peut communiquer justement avec un autre robot. C'est-à-dire, est-ce qu'un robot comme ça, je dirais humanoïde, peut donner l'ordre à un robot tondeuse de tondre? Oui, on a par exemple quelque chose sur lequel on travaille, c'est si on parle de la maison qui est un robot, c'est-à-dire qu'on a des volets roulants, on a, je sais pas, de la lumière, une plaque électrique. L'idée c'est d'avoir ce robot qui est justement communicant, qui soit capable, qu'on dise, hey Buddy, éteins la lumière et ferme les volets, je vais me coucher. Du coup c'est lui qui va faire ça tout seul. Donc on a un robot qui est communicant. Dessus on a une tablette, tout ce qu'on peut déjà faire avec une tablette, le Bluetooth, le Wi-Fi, toutes ces communications on peut le faire, donc on peut le faire communiquer. Juste pour compléter, on est en train de travailler, comme je vous ai dit, sur de la domotique à l'UC. Et l'idée c'est on a commencé à travailler aussi avec Blue Frog sur le sujet, c'est que le robot finalement centralise un petit peu toutes ces commandes du logement. Et pour aussi simplifier justement cette interaction avec son logement, c'est d'avoir affaire à, là en l'occurrence, un robot qui, par nos commandes, commande le logement. Voilà. Simplifie toutes ces commandes.
ça c'est ça. Mais son fille fait Ça c'est vachement simple ça. Oui, mais... Son fille par téléphone, on peut fermer ses volets. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, par téléphone, on peut le faire. Sauf que Somfy, bah, il ne va pas détecter s'il y a un incendie. L'idée, c'est vraiment d'avoir finalement une espèce de base domotique autonome, en partie, et qui fait plein de choses à la maison, tout ce que finalement certains objets le font. Alors, on va mettre des capteurs dans un coin, on va mettre un détecteur de fumée, on va mettre des volets roulants. Et du coup, si on a voilà, sauf que si on a un robot qui s'en occupe de manière autonome et qui dit en pleine nuit, qui vient nous réveiller, qui fait attention, il y a de l'eau dans la cuisine, c'est pas normal. Du coup, c'est toujours le même acteur qu'on va avoir. Il n'est pas étanche, hein, si l'eau est montée, attention. Sauf que le robot va nous alerter dès le début. L'eau, il faut que ça commence en bas, donc ça soit complètement immergé. Il aura peut-être des bouées. Voilà. Dès qu'il va y avoir de l'eau au sol et que c'est pas normal, le robot va le dire. Non, on en est au début. Le robot a une autonomie de 6-8 heures tout seul, et puis il a une base de rechargement. Vous avez dû voir des robots aspirateurs. Les robots aspirateurs, c'est pareil. Autant se servir de la même technologie. Aujourd'hui, on a des possibilités, et du coup, c'est... On peut mettre une tablette, si on a déjà une tablette, on peut l'installer. Alors le design va un petit peu changer, et du coup, le robot va avoir sa propre tablette. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Encore une ou deux questions. Donc je répète juste la question. Est-ce qu'on peut mettre sa propre tablette sur le robot? On a modifié un petit peu le design du robot que vous avez vu pour que la tablette soit plus intégrée. Pour ça, il y a une raison. C'est que déjà dans les 500 €, il y a déjà la tablette qui est fournie avec. C'est plus simple. Et en plus de ça, derrière, quand on enlève la tablette du robot, finalement, on lui arrache son cerveau. C'est pas très joli, c'est pas très intéressant. Et puis le robot derrière, il est dans son coin, il sert plus puisqu'on a enlevé la tablette. Du coup, la tablette sera intégrée et ce sera le cerveau du robot. Par contre, c'est toujours une tablette, ce qui fait qu'on sait comment ça marche, on sait que c'est tactile, on sait qu'il y a un micro, on sait qu'on peut lui parler, on sait qu'il y a des haut-parleurs, on sait que du coup Buddy peut nous parler. C'est la technologie qu'on connaît très bien, mais du coup qui est intégrée dans le robot. Non, parce que je pensais qu'éventuellement, s'il y a une évolution dans la tablette, on a juste à changer la tablette et pas le robot. C'est l'idée. Donc la tablette, elle est intégrée, mais ce qui fait que dans 5 ans, si les nouvelles tablettes ont des performances qui sont plus intéressantes, il y a 2 vis à enlever, on met le nouveau modèle de tablette, et l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on aimerait bien que les robots, enfin les objets qu'on fasse, tiennent dans le temps, plutôt que d'avoir à changer tout le temps. L'idée de Buddy, c'est d'avoir une base à laquelle on greffe des options. Exactement. Donc Ça n'a jamais existé, à chaque fois ils changent des connecteurs, ils changent d'autres façons, ils font exprès pour qu'ils en rachètent. Mais aujourd'hui, on sait que ça va pas fonctionner comme ça longtemps, parce que les gens en ont marre de ça. Et les gens, du coup, se débrouillent même pour racheter des choses. Oui, mais ça bouge pas, tout le monde dit ça, mais ça bouge pas. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il y a des startups qui essaient de faire changer les choses et des grandes boîtes. Je vais prendre ce que disait Hubert. On réfléchit justement à quelque chose qui est de rajouter des modules sur le robot et de dire voilà, j'ai ma base de robot et j'aimerais que mon robot ait cette fonctionnalité en plus. On met un connecteur simple qui permet de dire j'ai l'alimentation, j'ai la commande, je branche mon nouveau module et j'ai rajouté une fonctionnalité à Buddy. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a les modules software, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses au robot dans son cerveau, mais on peut aussi rajouter des choses physiques. Et l'idée, c'est finalement, nous, on n'a pas la prétention de pouvoir faire tous ces modules, on n'a pas la capacité de faire 2000 modules différents. L'idée, c'est de dire, voilà, le robot marche comme ça, vous pouvez rajouter ces choses-là. Aspirateur. Et aspirateur, rajouter un projecteur, un diffuseur d'odeur, c'est des choses qu'on peut rajouter. Et aujourd'hui, les entreprises vont être obligées de faire ça parce que les gens ont des besoins qui sont spécifiques, ils ont envie de quelque chose de spécial, et c'est pour ça qu'on est obligé de changer ce modèle économique. On ne peut pas dire, voilà, je vous impose maintenant ce truc-là, bah ok, sauf que ça va plaire à 200 personnes, les autres ne sont pas d'accord. Si on vous dit, je vous laisse ça, et puis je vous mets aussi le mode d'emploi et comment rajouter des choses, ça va plaire à plus de gens. Il y a plus de gens qui vont travailler, qui vont rajouter des choses, et finalement par la communauté, l'idée c'est d'avoir quelque chose, un robot, qui finalement plaît à tout le monde et qui répond à plus en plus de besoins. Donc, d'avoir plus d'utilisateurs, plus de personnes qui partagent autour de ça. C'est un idéal, ça. C'est un objectif. Et c'est quelque chose sur lequel... Quand on va pas de problème, pour les petits portables, pour les téléphones, chacun a un chargeur différent. C'est pas le même connecteur, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est en train de changer justement. Mais... Bon, je crois, s'il vous plaît.
Je crois qu'on a eu là un bon lien entre ce qu'on a vu ce matin, un peu plus tôt, avec SC21, ce partage. C'est une nouvelle vision, et justement, je crois que la société Blue Frog est là aussi pour porter ça. Ces petites startups, ça n'a pas la même vision que les grosses boîtes qui ont envie de vous garder captif, Madame cite Apple tout à l'heure, qui est un très bon exemple. Voilà, c'est des choses qui sont en train de changer, ça peut être lent, on peut le regretter, mais ça bouge quand même, et je vous assure que ça bouge assez vite. Je pense qu'on peut s'arrêter là, le temps de faire un petit mot de conclusion et de vous laisser après gagner la table pour un repas bien mérité. Moi j'ai eu envie, juste en quelques mots, de citer un sociologue qui s'appelle Dominique Volton, je ne sais pas si certains de vous le connaissent, mais qui a eu ces mots qui me semblent assez justes, où il dit « À l'heure de la médicalisation et d'Internet, la personne âgée a au contraire besoin de lenteur, de temps et d'écoute. Il ne s'agit pas de caricaturer, mais il faut repenser une société où on ne lâche aucun âge de la vie. Parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est, à quelque âge que ce soit, pas forcément tous égaux vis-à-vis des nouvelles technologies numériques, etc. Si je perds mes fiches, je n'y retrouve plus. Comme Julien Lepers, et je les jette à la fin. Ce partage des connaissances, cette entraide, cette écoute, je crois que ça, c'est quelque chose qui est bien compris par les seigneuriales. C'est pour ça que, moi, vous l'avez compris, je ne suis pas des seigneuriales, je suis là pour partager avec vous ce moment. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de prendre cette thématique cette année de les nouvelles technologies, l'innovation, de vous amener là-dedans, de faire du chemin ensemble. Vous n'êtes pas tous égaux là-dessus, mais on n'est pas tous égaux là-dessus. J'ai 37 ans, c'est quelque chose que j'aime, mais j'ai des amis qui ont le même âge, qui sont plus jeunes, qui sont plus âgés, qui sont complètement largués. Certains d'entre vous pourraient bien leur en remontrer. On l'a vu, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, en partage, en entraide. Et du coup, voilà, je pense que les seigneuriales ont compris ça, c'est important. Hubert, peut-être juste un mot pour conclure là-dessus. Comment tu me trouves ? Non, je trouve super parce que vous avez beaucoup d'avis, j'ai l'impression. Je pense qu'on va pouvoir continuer encore à discuter là-dessus à midi, ensemble, lors du repas. Vraiment, ce matin, ce qui ressort, c'est que vous avez finalement découvert peut-être des choses, mais une fois de plus, c'est à vous de prendre les choses en main. Je sais que si vous êtes là, c'est que justement déjà vous êtes actifs, hein, vous êtes les représentants de la résidence. On va peut-être aussi vous accompagner dans ce cadre-là, si vous le voulez. Donc on sera là pour vraiment vous accompagner, si vous voulez faire un Fab Lab, ou vous aider à en trouver un, ou ce type de démarche, on est à fond dedans. Donc si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on fasse un bout de chemin ensemble, on est là.